Je m'appelle Mathieu. Pour moi, la liberté d'expression, en fait, elle n'a jamais vraiment existé. Je m'appelle Mariam. Pour moi, la liberté d'expression n'existe pas à part entière. Je m'appelle Sacha. Moi, je considère que la liberté d'expression, elle existe encore. Alors, je m'appelle Cyrine et pour moi, oui, la liberté d'expression existe. Il suffit d'allumer la télévision en France pour tomber sur CNews et voir Zemmour qui crache sur les musulmans à longueur de temps. Pour moi, que Zemmour soit sur un plateau télé, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir une opinion et l'amener avec tact. En Belgique, l'incitation à la haine ou à la discrimination est passible d'une peine de 1 mois à 1 an de prison, de 1 an à 2 ans de prison, 1 an à 3 ans de prison. On a pris la réponse C, 1 an à 3 ans de prison, parce que la raison c'est assez large et l'incitation à la haine c'est aussi assez large. On peut avoir une petite incitation à la haine, entre guillemets, parce que l'incitation à la haine est inadmissible, et on peut avoir une très très grande incitation à la haine où vraiment c'est indéniable. J'imagine que, comme tu as dit, comme le spectre est assez large, du coup, on s'était dit A et B, mais comme il faut en choisir une, on choisit C. 1 mois à 1 an de prison. Mais moi, je pense que sur ça, ce qui est intéressant à dire, c'est que du coup, nous, on se positionne sur le côté de la liberté d'expression existe encore. Mais moi, à titre personnel, ça ne veut pas dire que je suis contre les limitations à la liberté d'expression. Elles sont même hyper importantes. Quand moi, je dis que la liberté d'expression existe encore, c'est plus en pensant à ceux qu'on pourrait catégoriser comme les dominants, qui, eux, vont dire aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Ouais, ok, tu as le droit de dire ce que tu veux, mais il faut que tu sois puni en conséquence. Exactement. Mais aussi dire que la liberté d'expression n'existe pas, c'est dire qu'elle existe mais pas assez, donc elle n'existe pas en fait au final. Alors, je peux donner en fait ma définition de la liberté d'expression. La première définition au tout début, c'est une définition qui se développe à la fin du XVIIIe siècle environ, avec la Révolution française, la fondation de nos démocraties libérales et de l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est vraiment de vouloir en finir avec la royauté et aussi l'emprise de l'Église sur nos sociétés modernes. Et donc c'est l'idée de dire liberté d'expression pour permettre l'État démocratique. Donc on a le droit de critiquer le pouvoir et on a le droit de critiquer le pouvoir religieux. Et donc la liberté d'expression, elle se construit à l'époque comme ça, en disant en fait il faut que l'État ne pose pas d'interférence à la libre expression des citoyens. Et puis progressivement, elle a continué de se développer en élargissant la définition et en disant qu'il y a d'autres choses qui peuvent bloquer la liberté d'expression. On peut penser à la menace de la violence physique. Si je dis quelque chose, je vais me faire casser la gueule. Ça c'est une limite. On peut penser à la menace économique. Si je dis quelque chose, si je développe des idées, je vais peut-être me faire licencier de mon travail. C'est aussi un problème. Et puis la menace sociale qui est le fait de développer des idées pour lesquelles on pourrait se mettre à dos toute une partie du corps social et donc d'être marginalisé au sein de la société. Mais je pense que quelque chose qui est très important, c'est que dès le début, dès les premiers développements philosophiques de qu'est-ce que la liberté d'expression, il y a des limites qui ont été mises. Genre, un des premiers penseurs de la liberté d'expression, c'est John Stuart Mill, et lui dit tout de suite que tout ce qui est préjudiciable aux gens ne peut pas être dit. C'est vraiment la limite, on ne peut pas dire quelque chose qui fait du mal directement à quelqu'un, mais plus que faire du mal, vraiment qui ait des conséquences sur sa vie. Enfin, je trouve que la liberté d'expression aujourd'hui, elle devrait être totalement redéfinie, tu vois. Et on ne devrait pas partir de ça, du XVIIIe siècle, des Lumières, etc. et la faire évoluer pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Les Français, ils sont méga ethnocentristes encore aujourd'hui et à ce moment-là, ils se prenaient pour les rois du monde. Et du coup, tout ce qu'ils ont décrit, ça concerne uniquement le peuple français, tu vois. Et puis avec toutes les vagues d'immigration, etc., la population française s'est super fort diversifiée. Et du coup, c'est pas que la définition est restée la même, mais même dans son évolution, je trouve qu'elle respecte pas, le citoyen français, peu importe son origine. Pour moi, c'est un mythe, en fait. La liberté d'expression, elle existe pour justement créer cette idée de démocratie, en fait. Si maintenant on a l'impression justement que la liberté d'expression, elle est en train de reculer, c'est justement dû parce qu'on est en train de voir que ce mythe est en train de s'effondrer, en fait, et que normalement, en fait, ces libertés d'expression, elles profitent à certaines personnes et pas à d'autres. Je pourrais donner des exemples de personnes ou des exemples de journalistes, je pourrais parler d'Assange. Et donc, en tout cas, pour revenir à là, c'est que pour moi, les limites de la liberté d'expression, elles sont en fonction de la personne qui est en face de nous et en fonction de ses sensibilités. Et le problème maintenant, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a des informations constantes et on peut pas contenter tout le monde. Et je crois, en tout cas, pour moi, qu'en fait, on devrait pouvoir tous dire, en fait, même des insultes, en fait. Même si ça blesse les gens, je crois qu'on doit faire un travail de pédagogie pour déconstruire certaines pensées, en fait. Je suis absolument d'accord sur l'idée de dire que la liberté d'expression a jamais vraiment existé. Parce qu'en fait, quand elle se développe et qu'on développe cette idée qu'on peut tout dire, ça se fait en fait dans un milieu très restreint d'intellectuels, de politiques, où la parole est très peu répartie au sein de la population. Quand tu vois que des gens qui venaient de nulle part avaient l'occason de dire ce qu'ils pensaient... Mais c'était pas le cas. Enfin, il y a des minorités qui n'ont jamais pu s'exprimer et qui ont dû attendre aujourd'hui l'arrivée des réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. Et donc,
C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on se rend compte que ça change, c'est qu'on passe d'une minorité qui a accès à la parole publique sous le prétexte de la liberté d'expression, mais en fait c'est un principe qui est posé soi-disant pour tout le monde, mais qui est appliqué qu'aux gens qui ont déjà accès à la parole publique et qui sont considérés comme dominants. Et donc aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a des minorités qui ont accès à un espace de discussion auquel ils n'avaient pas accès avant, parce que pour entrer dans un média, il faut être invité, il faut être accepté, etc. Les réseaux sociaux, tout le monde prend la parole, et qui disent « Attendez, en fait on existe ». Maintenant, si je peux juste pointer une petite contradiction, je pense, dans quelque chose que tu as dit. D'un côté, tu dis que la liberté d'expression n'existe pas, vraiment, et ça, je pense qu'on est d'accord. Et l'autre, tu dis qu'on devrait pouvoir tout dire. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que si on peut tout dire, et donc on peut proférer des insultes raciales, on peut offenser, le souci, c'est que tu as toute une série de minorités qui peuvent déjà rien dire parce que la liberté d'expression n'existe pas, qui vont se retrouver minorisées dans la société parce qu'on va constamment les décrire comme nocifs pour la société. Et en fait, c'est quelque chose qui va empêcher les racisés de pouvoir vraiment se déployer dans la société. Les minorités là, elles ont peut-être l'impression de pouvoir s'exprimer, mais est-ce qu'au final ça change vraiment dans leurs conditions, tu vois? Et moi je crois que justement tout ça vient du politique, et je crois pas justement que les politiques peuvent tout dire. Je crois justement qu'on a une personnalité publique et qu'on a justement des responsabilités. Je crois que là on peut pas tout dire, je crois que voilà, on doit faire preuve de diplomatie, etc., etc. Je crois que le citoyen peut tout dire, je crois que le citoyen devrait tout dire, parce que c'est une réalité, s'il a quelque chose à dire, s'il a envie de dire que voilà, y a trop d'arabes ou alors qu'il aime pas les noirs, et je trouve qu'il devrait le dire, juste pour pouvoir que nous, on puisse comprendre qu'il y a une réalité et pouvoir essayer de la déconstruire, pouvoir en discuter avec lui. Et je crois qu'on en gagnerait beaucoup plus, quoi. Il y a un trou conceptuel je pense, dans ce que tu dis, parce que les politiques qui représentent, mais ils représentent l'électorat. Donc si les citoyens peuvent tout dire, y compris des injures raciales, les politiques qui les représentent doivent se faire les porte-voix des citoyens. Donc, mais c'est comme ça que fonctionne notre démocratie, donc c'est problématique. Le problème, c'est qu'en fait, on peut tout dire, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il suffit d'allumer la télévision en France pour tomber sur CNews et voir Zemmour qui crache sur les musulmans à longueur de temps. Et quand on voit les résultats de ce que ça fait, c'est problématique. Et je suis totalement d'accord avec toi. Par exemple, si on reprend un sujet actuel, le coronavirus et le vaccin, quand tu vois toutes les bêtises des gens non informés qu'ils diffusent sur les réseaux, et ça a quand même un impact. Par exemple, quand tu parles justement des vaccins, tu parles on va pas parler des vaccins, mais des personnes qui expriment leurs avis, qui tu dis... J'ai pas dit qu'ils pouvaient pas. Hein. Non, mais voilà, c'est à quel moment est-ce qu'on va se dire, mais en fait, vos avis, ils comptent pas, vos avis, de toute façon, ils sont pas assez documentés, ils sont pas assez informés. Donc il y a d'office, en fait, dans ce concept de liberté d'expression et qui fixe les limites, il y a d'office une sorte de mépris de classe où on se permet de pouvoir dire aux gens « tu n'as pas le droit de dire ça, selon moi » en fait. C'est différent de proférer des insultes raciales ou une apologie à la violence, et puis pouvoir tout dire dans le cadre des fake news. Parce que d'un côté, on a un débat sur la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et ça c'est dangereux, et je pense que tu y reviendras plus tard, mais on a un risque que l'État se pose en 10 heures de vérité, c'est hyper dangereux. Par contre, sur l'autre aspect qui est la question de la haine raciale, dont on parle ici, c'est beaucoup moins arbitraire. Et donc on est sur deux sujets différents, et je pense que c'est deux débats séparés de agresser verbalement des gens et définir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux au niveau des fake news. J'ai l'impression que c'est un peu la mode maintenant de libérer justement, de faire semblant en tout cas de libérer la parole des minorités. L'idéologie dominante maintenant va peut-être s'approprier justement les minorités pour pouvoir dire « Ah non, ça on peut pas dire sur les minorités ». Mais vous ne pouvez pas dire ça non plus alors du coup sur l'État. C'est eux qui vont déterminer ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Comme on voit maintenant sur le fait qu'on peut poser des questions ou alors avoir des doutes sur certaines choses et on est un complotiste. Si c'est ta réalité, tu dois l'exprimer, point. On doit aussi se demander pourquoi le mec il a la haine, tu vois. Bien sûr. Tu vois, pourquoi est-ce qu'il en arrive à avoir la haine des musulmans. Et là du coup, c'est pas lui qu'on doit vraiment réprimer, pour moi c'est la médiatisation, en fait, de cette haine. Donc le fait qu'on puisse tout dire. Non, mais il y a des comportements. Non, parce que c'est pas qu'on puisse tout dire, c'est que le récit qu'on nous propose constamment est le même. C'est-à-dire que tes problèmes, ça va être des problèmes identitaires constamment. Alors qu'en fait, non, tu vois, tes problèmes, il n'y a pas que ça, tu vois. Peut-être que ça joue sur ta façon d'être, etc. Je trouve qu'il y a trop de ci ou de ça. Pour moi, on peut dire ça. Pour moi, que Zemmour soit sur un plateau télé, il n'y a pas de problème. Qu'il soit sur un plateau télé tous les jours à dire tout le temps la même chose, et en plus, il est assez malin puisqu'il écrit, donc il arrive bien à formuler les choses et à mettre du sens, ça, c'est problématique pour moi. Le débat sera toujours inégal entre Éric Zemmour et un racisé qui viendrait le contredire.
Pourquoi? Parce que déjà, Éric Zemmour fait partie des dominants, maîtrise les codes des médias, ce qu'un racisé fera beaucoup moins. Et c'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, pendant la crise des Gilets jaunes, on se retrouvait avec des dominés qui se retrouvaient face à des dominants en débat et qui ne maîtrisaient pas du tout les codes des médias. Certains le faisaient. Donc c'est une question de rhétorique, c'est une question d'éducation. Oui, une question d'éducation. Mais le souci aussi, c'est que je pense que c'est extrêmement difficile d'opposer un discours simpliste comme celui d'Éric Zemmour, si vous avez des problèmes dans votre vie, c'est de la faute des musulmans, à celui d'un racisé ou d'un sociologue ou d'une parole plus nuancée, plus complexe, qui va venir expliquer pourquoi ces types de discours se développent, pourquoi tu as l'impression que les musulmans sont problématiques. C'est triste à dire, mais il faut aussi prendre en compte la nature humaine et le fait de se dire que la parole d'un racisé qui va venir nuancer la situation sera toujours plus difficilement convaincra toujours plus difficilement le citoyen qui regarde sa télé que Éric Zemmour qui va venir balancer en 3 phrases une idée hyper pas du tout nuancée en maîtrisant complètement les codes des médias. Le fait est que tu ne peux pas empêcher une personne d'avoir une certaine opinion, mais on peut la déconstruire. Et ça se fait vraiment dans le temps et avec une certaine éducation. Si tous les jours on déblatte des faits qui ne sont pas fondés, qui ne sont pas avérés, sans aucune preuve, comme ça à la télé ou sur les réseaux, peu importe, la personne forcément elle se fait influencer si elle ne va pas chercher, elle ne va pas déconstruire cette information. Moi je pense qu'on peut interdire aux gens des opinions. Parce que c'est déjà le cas depuis toujours, sauf dans un grand pays aux États-Unis où les restrictions sur la liberté d'expression sont quasi inexistantes. Mais en tout cas, en Occident, on l'a toujours fait. Je pense qu'on doit continuer à le faire. Et je vais vous donner un exemple simple. On est belge. On connaît tous le principe du cordon sanitaire ici. Le fait de ne pas donner accès à l'espace public à l'extrême droite, pas inviter l'extrême droite sur les plateaux télé, on se rend compte par exemple qu'en Flandre, à partir du moment où ce cordon sanitaire a été rompu, l'extrême droite a monté. Ça ne fonctionne pas de dire on va laisser l'extrême droite, on va laisser les racistes parler et on va juste leur opposer une parole. C'est triste mais ça ne fonctionne pas. Entre liberté d'expression et l'opinion, parce que tu peux avoir une opinion sans pourtant l'exprimer. On parlait d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est de la haine raciale. Mais si je peux juste intervenir, tu parlais justement que Zemmour, il faisait partie de l'idéologie dominante. Et qu'un racisé qui vient aurait beaucoup plus de mal à pouvoir convaincre. Mais là, il est là le problème, moi je crois. C'est que on doit penser l'idéologie dominante, on doit déconstruire l'idéologie dominante pour moi, tu vois. Et là, à ce moment-là, n'importe quelle minorité, on serait tous d'accord, tu vois. Et plutôt que de créer des sous-catégories de juifs, musulmans, noirs, et avec nos droits et nos communautés à nous, je crois que justement, en fait, on est tous des... que ce soit même à propos du... Tout le monde de faire ça, tout le monde n'est pas capable de voir les choses comme ça. Genre vraiment, je suis d'accord avec toi, mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. À quel niveau se positionne la France dans le classement de la liberté de presse en 2020 ? 12e, 34e, 53e. 34e, je pense. 34e ? Il me semble. 53. 53 ? Ouais, je crois bien. 34. Yes. Mais moi, je pense que le débat sur la liberté de la presse, c'est un débat vraiment à part de toutes les questions de haine raciale et de protection des minorités. Enfin, le droit de la presse, ça doit vraiment être mis de côté parce qu'on ne peut pas laisser l'État définir qu'est-ce qui est vrai ou pas. Et moi, j'adore la métaphore de la voiture. Si on fait un excès de vitesse, on va être sanctionné. Maintenant, si on est une ambulance, on peut faire un excès de vitesse. Et la liberté de la presse, c'est vraiment ça. C'est l'ambulance qui peut parfois faire des excès de vitesse et qui peut dépasser les limites légales de la liberté d'expression telles que fixées par l'État, comme par exemple dévoiler des secrets d'État parce que le journaliste a bien fait son taf et il a découvert un scandale. Pour moi, la presse, l'objectif principal, c'est de véhiculer une information. Exactement. Donc on ne peut pas réprimander la presse de véhiculer une information. Ce qu'on peut réprimander à la presse, c'est de prendre position en fait. Pour moi, un journaliste qui prend position, c'est pas un bon journaliste. Ça n'existe pas les journalistes, qui n'ont pas de parti. En fait. Oui, mais c'est ça le dire problème. n'importe quel journaliste en Belgique vote. En plus, là, on parle de la France. Donc, la liberté de presse en France, on voit bien que la majorité des journaux sont achetés par des milliardaires. Donc. Mais en tout cas, ces milliardaires-là ont un but, c'est de formater en fait le discours et le récit commun en fait. On demande à des professeurs d'être neutres. Pourquoi on ne pourrait pas demander aux journalistes d'être neutres? Mais même les professeurs, il y a des médias qui sont... on est censé être neutre, tu vois. On prône la neutralité, notamment en France. Du coup, justement, si l'idéal, ce serait que le journal, l'information soit complètement neutre. Factuel. Il s'est passé quelque chose, d'accord, voilà, c'est ce qui s'est passé. Un tel pense comme ça, donc un tel pense comme ça. Mais c'est triste comme presse, une presse qui dit pas ce qu'elle pense. Bien sûr. Moi, ça me dérange pas qu'un journaliste
journaliste défendre une position tant qu'on sait que ce journaliste défend cette position. Mais est-ce que vous connaissez pour toi, est-ce que Le Soir, c'est un journal totalement libre? Non. Non, évidemment que non. Alors, est-ce qu'on est libre si on n'est pas totalement libre? Non, c'est problématique, mais je pense aussi que, contrairement à ce qu'on dit, il y a quand même beaucoup de journalistes qui sont de bonne foi et qui veulent bien faire leur travail. Ils sont soumis à des pressions. C'est différent, voilà. On est d'accord. Là, on est d'accord. Ouais, on est d'accord qu'ils sont soumis à des pressions. Pression économique, pression de la part de leur conseil d'administration. C'est pour ça que je parle de verticalité plutôt que d'horizontalité, parce que la liberté d'expression, comme nous on l'entend et comme on en parle depuis tout à l'heure, c'est horizontal et c'est la manière dont nous, avec le citoyen lambda, est-ce qu'on va pouvoir le traiter, pouvoir être comme si... Alors que moi, je crois que la liberté d'expression, elle doit aller dans tous les sens en fait. Le truc du Julian Assange, ça aurait dû voir chez les journalistes un réel soutien et on aurait dû repenser la manière dont on voit les médias et je crois que ça n'a pas été fait. Faut faire attention parce que je crois que la liberté d'expression, elle s'arrête, en tout cas dans la verticalité, à partir du moment où on te met une étiquette. C'est-à-dire que dès que tu commences à déranger, là on te met une petite étiquette. On parlait tout à l'heure du fait qu'on devait mieux éduquer les gens pour que les gens soient plus à même de contredire les discours haineux. Le meilleur moyen pour ça, c'est aussi avoir une presse efficace. Juste déverser un flot d'informations sans aucun jugement, sans aucune analyse, sans que rien soit poussé. Alors il faut aller lire Belga et lire des dépêches de presse. Oui, après si c'est dit clairement, voilà, moi je pense comme ça et c'est mon opinion, je me catégorise dans ça. Si on met des catégories, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais si t'es une presse, je sais pas, moi, qui passe tout le temps à la télé, qui ne le dit pas, en fait, qui ne dit pas expressément que voilà, je suis dans ce sens-là, je vais dans ce sens-là, non, en fait, tu devrais être neutre et tu devrais juste véhiculer l'information. Et donc on est d'accord que le fait qu'il y ait du débat et des opinions qui passent dans les médias, c'est extrêmement important. Mais je dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de débat ou d'opinion. Je dis seulement que le journal qui présente cette opinion et ce débat ne se positionne pas en fait. Donc combien de demandes de retrait de tweets provenaient du gouvernement français au cours du premier semestre de 2019 ? 347 demandes de retrait, 3047 demandes de retrait ou 3470 demandes de retrait. Allez, go. Je vais laisser lire. 3470. Mais il y a quand même une méga différence entre 347 et 3047. Ouais, non, mais pourquoi pas cette... Ils passent leur vie à demander le retrait de tweet. Moi, je dirais Ah, ils sont libres. Donc, moi, je dirais 347, c'est encore une victoire pour... Moi, je pense que la vraie question, c'est quels tweets sont supprimés. Est-ce que c'est de nouveau un tweet sexiste, un tweet incitant à la haine raciale, un tweet faisant l'apologie du terrorisme, auquel cas, pour moi, c'est quelque chose de légitime. Ou alors, est-ce que c'est la suppression de tweets critiquant le gouvernement qui serait tout bonnement scandaleux? Mais je pense qu'il y a aussi une volonté de laisser certains messages. Et comme tout à l'heure, tu disais, un truc qui m'a blindé choqué, et j'ose pas trop en parler, c'est le Black Lives Matter, où on a vraiment focus là-dessus en mode regardez. Et puis après 3 mois, ciao, plus personne n'en parle et tout est oublié, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une manipulation de... Ça, c'était de la manipulation. C'est ouf, je suis d'accord. La culture européenne n'est pas du tout la même que l'américaine. Et à ce moment-là, en plus, il faut savoir que c'était au moment où on a commencé un peu à déconfiner et c'était le moment Black Lives Matter. On a retrouvé nos intérêts. Où les soignants voulaient faire des manifestations, où elles ont été interdites, où on a accepté dans plein de villes... européenne justement de faire ce genre de manifestation et là il y a dû avoir une incompréhension des citoyens quoi. Moi je trouve ça intéressant de savoir pourquoi, à quel moment on s'intéresse beaucoup plus à des sujets qu'à d'autres. Quand vous regardiez par exemple les manifs Black Lives Matter ou les Ouïghours qui sont à l'origine de ça, c'est des racisés. C'est pas les gouvernements, c'est pas des dominants qui se disent... Mais il y a quand même eu une espèce de vraiment un formatage de l'information sur ces sujets-là. Mais je suis pas d'accord. En fait, il y a une grande différence. On parlait des soignants. Enfin, déjà, il y a eu une mobilisation pour les soignants. Même si on peut en discuter, c'était des applaudissements, et les manifestations au début. Non, mais je veux dire, il y a eu une activité citoyenne sur les réseaux sociaux, même si on peut discuter de l'efficacité. Oui, mais alors il n'y a pas de truc qui s'est passé s'il n'y a pas vraiment eu d'effet. Tu vois. Il y a eu, mais sur les Ouïghours, par exemple, il n'y a pas eu beaucoup plus d'effets. Oui, mais il n'y a pas vraiment non plus de journalistes qui sont vraiment partis au Xinjiang pour aller voir ce qui se passe là-bas. Et donc là, on dépend encore des organismes de presse qui ont le même discours et on se demande alors qui vient nous dire ce genre de discours. C'est de la récupération politique en fait. C'est juste toi qui fais sciences politiques. Le fait maintenant de pouvoir parler des Ouïghours dans un certain parti,
c'est quoi le but en fait? Il y a bien un but, puisque à partir du moment où chez toi, dans ton pays, les personnes que tu défends là-bas sont les mêmes qui se font agresser. Il y a un but parce qu'il y a un génocide en cours, mais élargi. Je veux dire, les gens qui défendent les Ouïghours. Laisse-moi aller au bout, s'il te plaît. Non, je t'en prie. Et les gens qui défendent les Ouïghours et les gens qui étaient à l'origine des manifestations Black Lives Matter sont des gens qui luttent pour toute une série de causes très larges. Je pense pas qu'on peut dire qu'on ne centralise pas la cause. Mais je pense que c'est le cas. Justement, c'est tout le but des développements, des concepts de convergence des luttes, des concepts d'intersectionnalité. Justement, il y a cette prise de conscience, et je pense plus que jamais, que les dominés ont un combat en commun à mener. Et je ne pense pas qu'on puisse dire avec décence que les Ouïghours ou Black Lives Matter, c'est une tentative de détourner l'opinion publique. Moi, je pense que justement, les Ouïghours questionnent plus que jamais les relations qu'ont nos États avec des États étrangers et notamment les intrications économiques, parce que c'est une critique qui est faite des citoyens et c'est ce qu'entraînent les Ouïghours, c'est de se demander pourquoi on a des accords économiques avec des pays qui génocident un peuple de plus de 10 millions de personnes. Et Black Lives Matter, même chose. Quand on regarde qu'est-ce que ça a apporté à la société belge, à la société française, de discussions, de débats, de politisation, de gens qui commencent à s'intéresser aux thèses intersectionnelles ou plutôt différentialistes. Ça a mis ces sujets au centre et je pense que Black Lives Matter, ça a aidé. Ça les a aidés à quoi? Ça les a aidés à pouvoir parler. Mais non mais c'est vrai, et à poser le genou au sol devant un truc. Mais en attendant, quand il y a une manifestation des sans-papiers qui sont la majorité noire 2 semaines après, il n'y a personne. Je crois vraiment qu'il y a une question aussi de hype et de... je ne parle pas de cette cause-là obligatoirement. Oui, mais sauf que maintenant, le virtuel prend la place du réel et c'est que c'est pas le fait de dire et de pouvoir s'exprimer qui change vraiment les choses en fait. Et aussi on est tributaire, on dépend en tout cas de l'information des autres. Moi personnellement, les Ouïghours, à ce moment-là, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on en parlait autant. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existait pas, etc. hein. C'est comme avec la pandémie. Hein. Pourquoi est-ce qu'on nous en parle autant alors que justement les problèmes chez nous, par rapport à ces minorités, ne sont toujours pas réglés. Tu vois ? On peut en parler autant, enfin, il faut en parler autant, c'est quelque chose qui se passe dans le monde, c'est important, mais il faut aussi parler de ce qui se passe. Oui, mais il y a de la géopolitique. Il faut faire les deux. Je pense, malgré tout... Il y a de la géopolitique derrière, tu comprends bien que la Chine, l'Europe, enfin je veux dire, elle est influencée par l'Amérique, le fait de pouvoir nous parler des Chinois et des mauvais Chinois, ça a toujours été comme ça dans la propagande, c'est un ennemi, un responsable. Je pense pas que l'Europe a un intérêt à se mettre à dos la Chine. D'ailleurs, l'Europe a signé un accord économique il y a encore quelques semaines avec la Chine. Je crois pas que l'Europe se met à dos la Chine. Moi je pense surtout que la violence de ce qui se passe au Xinjiang, à ce qu'on appelle le Xinjiang, est telle et fait tellement écho à l'histoire européenne que les gens se mobilisent parce que c'est des symboles. Et je crois, moi, c'est une manière d'avoir un autre public, en fait. Je crois que c'est une manière d'avoir un autre public, justement des personnes comme nous, c'est-à-dire que ce soit noirs ou arabes, qui justement se sentent complètement délaissés par tous ces trucs politiques où on a l'impression qu'ils ne nous représentent pas. Et ben, ça a été un moyen de pouvoir justement maintenant nous attirer dans le truc et nous dire il y a quelque chose qui peut se passer, il y a quelque chose. Mais je crois que c'est de la poudre aux yeux. C'est pas des prises d'initiative qui viennent de politique. Les Ouïghours, c'est une mobilisation, c'est presque que de la mobilisation citoyenne. Mais on parle des gros noms, Raphaël Glucksmann. Black Lives Matter, c'est la même chose. En France, la diffamation simple commise dans un cadre privé entre particuliers est passible d'une amende maximum de 0 €, 38 € ou 1 500 €. Moi, je dirais que c'est 0. Ouais, moi aussi, je dirais 0. C'est un cadre parce que privé quoi. Ouais. Ah, 38 €. 38 €, ouais. Eh ben. Il y avait ce fameux... l'émission Arte là, avec les policiers en Bretagne, je pense, ou en France quelque part, qui avait un groupe WhatsApp où ils tenaient des propos super racistes à l'égard de... Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale, il faut qu'ils crèvent ces chiens. Et là, il y avait la question en mode, est-ce que ces gens-là, vraiment, quand tu écoutes ce qu'ils disaient, c'était vraiment trash. Et puis il y avait la question qui se posait, est-ce que ces gens-là ont le droit de tenir ce genre de propos dans une conversation WhatsApp entre eux, tu vois, alors que c'est tous des policiers. Mais c'est leur statut de policier qui l'en empêche, tu vois. C'est pas... Enfin, imagine, c'est pas des policiers, tu vois, et ils ont un groupe pour moi, WhatsApp, ils ont le droit ou pas? C'est trash, mais pour moi, ils ont le droit. Je suis pas sûr. Moi, je pense que le fait qu'ils soient policiers a mis la problématique sur la place publique et que si ça avait été des gens lambda, on n'en aurait jamais parlé et ça aurait jamais été découvert. Les policiers, c'est ce qui font notre sécurité, entre guillemets, et si ces personnes-là ont déjà une opinion et ils sont contre certaines parties de la population, donc c'est problématique, mais si c'était un groupe de personnes
lambda, quoi. Est-ce que ça dérangerait autant? En fait, le problème, c'est qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de liberté d'expression pour certains, qu'on pourrait classer parmi les dominants, et très peu, voire quasiment pas, si ce n'est sur les réseaux sociaux, de liberté d'expression pour d'autres qui sont les minorités, les racisés, et plus les minorisés que encore les minorités. Et c'est vraiment ça le souci. C'est le problème que la parole n'est pas répartie de façon égale. On se retrouve dans une situation où le fait que certains puissent dire ce qu'ils ont envie de dire, donc les dominants, et qui ont quand même un accès à la parole publique qui est énorme et qui ont quand même une liberté de dire des choses énormes, y compris sur des plateaux télé et sur des médias grand public, produisent une minorisation de certaines minorités. Sans parler du fait qu'on se rend compte, plusieurs études tendent à démontrer que c'est souvent des prophéties autoréalisatrices. Si on n'arrête pas de dire que, je sais pas moi, sur un plateau télé, les musulmans sont agressifs et que les musulmans entendent ça toute la journée, ben, ils vont finir par le devenir parce que d'abord c'est l'image qu'ils vont avoir d'eux et en plus ils vont avoir tendance à se déprécier. Ils vont se dire ben, on n'arrête pas de dire partout tout le temps qu'on est agressif, qu'on est des voleurs, qu'on ne sait pas travailler. Ben, au final ils vont finir par le croire et la communauté entière va finir par le croire. Et donc le fait que certaines personnes puissent tout dire fait que celles qui peuvent déjà rien dire peuvent encore moins dire parce qu'elles vont juste se trouver dépréciées par le reste de la société. Et c'est ça le problème de tout dire. C'est que pas tout le monde, enfin c'est conceptuellement impossible selon moi de dire que tout le monde peut tout dire parce que d'office, il va y avoir des dominants qui vont, parce qu'ils peuvent tout dire, réussir à ostraciser des dominés. Mais ça vaut y compris en privé, parce que c'est de là que ça part souvent. C'est le repas de famille un peu raciste, c'est l'enfant de 8 ans qui n'a pas les armes, encore moins qu'un adulte pour se défendre, et quand il va voir son père, sa mère, ses grands-parents, qui sont des figures d'autorité, dire proférer des insultes à caractère racial, il va finir par y croire, parce que nos parents nous disent « mets pas ta main là, ça brûle ». Ben, tu la mets pour tester, tu vois que ça brûle, tu dis mes parents. Pas que pour la diffamation. Et donc on croit ses parents. Si pour la société dans laquelle on vit, une idéologie est la meilleure, donc toute autre idéologie est mauvaise, donc toutes les familles devraient éduquer leurs enfants dans la même idéologie. Donc, tu considères que l'antiracisme est une idéologie à ce point arbitraire que c'est quelque chose qui ne devrait pas être puni? Non. Après, moi je pense que c'est quand même quelque chose. Je pense que l'universalisme de pouvoir avoir des choses justes, qui soient justes dans tous les cas, n'existe pas. C'est un absolu qu'on essaye de mettre en place, qu'on essaye encore de mettre en place, mais qui n'existe pas. Mais je pense quand même que la diffamation, la haine raciale, l'apologie à la violence, je ne peux pas croire que dans un certain contexte, ce soit quelque chose de bien. Moi personnellement, je viens d'un petit village, d'une petite ville où j'étais le seul, tu vois, noir déjà, parce que pour eux, j'étais noir, tu vois. Et donc j'ai confronté énormément de personnes qui étaient, comme on pourrait l'appeler ici, je crois des personnes qu'on dirait racistes. Je me suis battu plein de fois quand j'étais petit, ça changeait pas grand-chose. Et jusqu'à un certain moment où je crois que l'éducation a fait qu'on m'a dit, mais en fait, tu es plus intelligent qu'eux, tu vois. Et à partir du moment où tu te considères comme faisant partie des dominants, je ne crois pas que le fait qu'on puisse dire quelque chose sur toi a vraiment un impact. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on devrait se considérer, nous, comme étant dominant, c'est-à-dire qu'il ne devrait plus avoir de rapport dominant-dominé en fait. Et à partir du moment où il n'y a plus de rapport dominant-dominé, je suis désolé, mais le mec que je croise dans la rue et qui me dit Bamboula, pour moi t'es un con, donc t'es inférieur à moi et donc ça n'a aucun impact. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais le problème c'est que quand tu seras en entretien d'embauche, tu peux considérer que t'es pas dominé. Moi je serai plus souvent engagé que toi. À compétence égale. Et donc le problème est institutionnel. Donc le problème il est institutionnel, il est au-dessus, tu vois. Bien sûr. Je crois que quand il n'y aura plus de misère sociale et qu'on aura vraiment pris les minorités en question dans le débat justement démocratique, je crois qu'à ce moment-là, il n'y aura plus vraiment de problème de liberté d'expression. Je crois que ce concept, il est totalement fallacieux. Le fait de parler, c'est pas ça qui change les choses, en fait. Et je crois que c'est ça la différence. C'est la différence. Qu'est-ce qui change les choses? Qu'est-ce qui change les choses? Les actions des institutions. Les actions des institutions. Mais comment changent les institutions si on ne parle pas? Mais la parole, mais parce que la réalité, elle est déjà là. On peut aller tout cramer. Mais tu crois que la libération de la parole, elle est maintenant? Je crois que la libération de la parole, elle est actuelle. Elle est en cours. Mais non, les réseaux sociaux. 60 ans. Si tu regardes les gens qui sont là depuis des années ici en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, il est là de. Mais ça, c'est la question. Mais moi, je ne suis pas payé 10 000 € par mois pour avoir justement une réponse, tu vois. C'est ça la différence aussi, c'est qu'il y en a qui sont là, qui ont fait des études de droit, qui sont responsables politiques et qui devraient justement pouvoir parler de ça et nous contenter, tu vois. On ne peut pas emprisonner l'humain dans une boîte. On doit le laisser s'exprimer, il doit être libre. En fait, ce que je dirais, c'est que la définition de liberté d'expression, elle ne devrait pas exister. C'est un concept qui devrait exister, en fait. C'est un droit fondamental. Et ce qu'on devrait, en fait, justement,
limiter, c'est l'expression. C'est pas dire est-ce que tu peux t'exprimer, tu peux pas t'exprimer. C'est la manière dont tu vas l'exprimer, la manière dont tu vas amener la chose. Parce que tu peux amener une chose, tu peux avoir une opinion et l'amener avec tact, au final, qu'elle soit acceptée en fait, cette opinion. Parce qu'au final, ça reste ton opinion à toi. On peut pas t'empêcher de te faire un avis. On peut le diriger, mais on peut pas t'empêcher de faire un avis, tu vois. Ce qu'on a compris, c'est que c'était très difficile de fixer les limites de la liberté d'expression. De savoir qui les fixe, ces limites, de savoir s'il y a vraiment une réelle liberté d'expression actuellement, que si on analyse plusieurs niveaux de communication, on voit qu'il y en a dans certains cas et il y en a pas dans d'autres cas. Moi, je pense qu'on peut tout dire, mais il y a des manières de faire et des cadres pour le dire, tu vois. En mode, si tu contextualises complètement une opinion, même si c'est potentiellement une opinion qui pourrait venir empêcher la croissance d'une minorité, si tu la contextualises correctement, justement, et le contexte est placé avec des gens, comme pour reprendre tes termes, dominants-dominés, il y a moyen, avec le plus de recul possible, de ne pas venir empêcher la croissance d'une personne. Et c'est là que je suis d'accord avec toi, c'est que je crois que la liberté d'expression aussi, on devrait la fixer par rapport aux intentions, en fait. On devrait savoir quand les gens disent quelque chose, dans quel état ils étaient, on devrait leur donner aussi la possibilité de pouvoir se justifier quand ils disent quelque chose. Et d'ailleurs, je reviendrai sur une phrase de Damso, je ne sais pas si vous connaissez, il dit à un moment, je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que tu comprends du flow. Et je trouve ça hyper important, parce qu'en fait, ça montre que j'ai le droit de pouvoir te dire, mais j'ai le droit de pouvoir t'expliquer pourquoi est-ce que je dis certaines choses. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, si on était constamment dans l'incompréhension et pas dans le jugement spontané, on pourrait être libre de s'exprimer. S'il y a un consensus fort, en tout cas, c'est il y a des gens malgré tout qui ont accès à la liberté d'expression et qui empêchent d'autres d'avoir accès à cette même liberté d'expression. Tout le monde n'a pas accès à la médiatisation de la médiation. Ouais, c'est ça. Donc il y a, pour reprendre la sémantique qu'on utilisait tout à l'heure, mais il y a des dominants qui ont un accès extrême à la liberté d'expression et il y a des dominés qui n'ont pas accès, notamment parce qu'il y a un empêchement de la part des dominants de donner cet accès, que ce soit direct, en n'invitant pas sur les plateaux télé. Je pense pendant la période Black Lives Matter où on se retrouvait qu'avec des blancs autour de la table, c'était quand même une folie d'avoir personne qui sait ce que c'est d'être noir autour de ces plateaux télé. Et puis des fois c'est indirect avec certains discours qui vont minoriser des populations. Ça, je pense que vous allez peut-être moins être d'accord, mais moi c'est vraiment ma conviction que il y a des choses qui sont dites aujourd'hui dans nos sociétés qui empêchent aux plus faibles de se développer correctement et de pouvoir prendre la place qu'ils devraient avoir au sein de notre débat public.